Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Mes chers moutons. Alors comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un tout nouveau format puisqu'ici nous voyons au niveau visuel ça a changé et au niveau sonore normalement vous entendez ma voix. Alors je m'excuse par avance de la qualité du son puisque je fais avec le matériel qui est à ma disposition. Et surtout concernant ce nouveau format, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire à la fin de la vidéo. Alors ce nouveau format va se présenter maintenant sous forme de chronique mensuelle. Donc ici il s'agira de la chronique mensuelle du mois de mai 2017 dans laquelle nous allons voir un petit peu tous les événements qui se sont déroulés dans la vie publique. Donc c'est-à-dire autant au point de vue information globale que point de vue information législative. Donc allons-y pour le premier sujet qui a eu lieu le 1er mai 2017 avec les traditionnelles manifestations qui avait comme principale revendication de faire front au FN, de retirer la loi El Khomri, donc c'est-à-dire la loi travail, et d'améliorer les égalités sociales et salariales. Ces manifestations ont réuni environ entre 30 000 et 80 000 manifestants selon les sources. Donc selon les sources, c'est-à-dire suivant si l'information provient des organisations syndicales ou ça provient des sources policières, hein, puisqu'elles n'ont pas forcément la même façon de comptabiliser le nombre de personnes. Et sur l'ensemble du territoire, ça représentait entre 142 000 et 280 000 manifestants, toujours selon les sources. On a noté que cette année, donc année 2017, on était en période électorale et qu'en 2002 et 2012, il y avait un peu plus de monde à ces manifestations et c'était également des années électorales. Ensuite, le 3 mai, c'était le fameux débat télévisé d'entre-deux tours. Donc le débat opposait les deux candidats en lice pour la présidentielle, c'est-à-dire Marine Le Pen pour le Front National et Emmanuel Macron pour le parti En Marche. Et ce débat a rassemblé environ 16,4 millions de téléspectateurs sur différentes chaînes, hein, donc TF1, France 2, LCP, Public Sénat, BFM TV, CNews, LCI et France Info. Donc l'audience était plutôt dans l'échelle basse des grandes soirées d'entre-deux tours. Le 7 mai, donc second tour de l'élection présidentielle, qui opposait donc, comme je viens de le dire, Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Et comme vous le savez d'ores et déjà, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 66,10% des suffrages exprimés contre 33,90% des suffrages exprimés pour Marine Le Pen. Alors rappelons tout de même que les premiers résultats ont été annoncés le 7 mai dès la fermeture des bureaux de vote, mais que les résultats définitifs n'ont été publiés par le Conseil constitutionnel que le 10 mai, donc 3 jours après. Et cela en fait pour faire tout simplement une revue de toutes les éventuelles irrégularités qu'il y a pu avoir, les recomptes des voix, enfin, etc. Donc ce second tour de l'élection présidentielle, comme je l'ai dit, on vous présente à chaque fois les résultats en suffrage exprimé et ce qui est mis en avant en fait par les médias comme par le milieu politique, tout simplement. Et le petit problème, j'ai envie de dire que moi je vois à titre personnel, c'est que les suffrages exprimés, ça prend pas du tout compte ni de l'abstention, ni des votes blancs, ni des votes nuls, et ça représente quand même un tiers des électeurs inscrits. Donc je me suis permis de vous faire un petit schéma pour vous représenter au final la représentativité tout simplement des électeurs par rapport à leur vote ou leur non-vote, c'est à prendre en compte également. Et je vous laisse l'opportunité, bien sûr, de mettre en pause la vidéo si vous tenez à regarder un peu plus en détail les différents chiffres, etc. Bien sûr, tous les chiffres sont retrouvables via les sources que je mettrai en description. Donc ensuite, le 11 mai, ça a été la remise du rapport d'évaluation du troisième plan autisme. Donc ce plan autisme qui a été prévu sur les années 2013 à 2017 et qui a été lancé le 2 mai 2013 a permis des avancées dans certaines évolutions, des avancées certaines dans l'évolution du diagnostic et de l'accompagnement des personnes avec autisme. Et selon le rapport, le plan a permis une structuration de la politique publique de l'autisme en France, mais les recommandations de bonnes pratiques demeurent contestées dans certains établissements médico-sociaux.
et parfois même mal appliquées. Donc à savoir également, lors de la conférence nationale du handicap du 19 mai 2016, c'est-à-dire il y a environ un an, le président de la République, donc François Hollande à l'époque, a annoncé qu'un quatrième plan autisme verrait le jour. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite bien entendu à consulter le rapport complet, qui fait quand même 341 pages, mais j'ai mis le lien en description, donc si vraiment vous avez envie de voir plus en détail les différents sujets, même les sujets dont j'ai déjà parlé ou dont je vais parler, toutes les sources sont en description, vous pouvez accéder justement à tous les documents publics sans souci via la description, donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner un peu plus que ce que moi je vous présente dans cette vidéo. Le 15 mai, c'était tout simplement la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des services de la présidence en 2016. Pardon. Donc ce rapport en fait présentait un petit peu toutes les dépenses qu'il y a eu en 2016, puis présentait un petit peu une comparaison par rapport au budget initial, par rapport aux années précédentes. Donc la bonne nouvelle, si j'ai envie de dire, c'est que les dépenses n'ont pas dépassé la dotation initiale de 100 millions d'euros. Donc à savoir en 2015 c'était 109 millions d'euros. Par contre la masse salariale a baissé de 4,5% depuis 2012, donc c'est-à-dire soit des baisses d'effectifs, soit des baisses au niveau du salaire, donc ça peut passer entre autres par des postes non renouvelés ou des heures supplémentaires, comment dire, des heures supplémentaires par exemple qui sont moins faites ou moins demandées au sein de la présidence. Un autre point de ce rapport, c'est que les dépenses du déplacement du président ont fortement augmenté en 2016. Les dépenses de déplacement représentent quand même 17,6 millions d'euros. Donc c'est pas rien, je vous laisse imaginer combien ça fait de voyages en train, en avion, etc. Quand bien même il y a des jets privés ou des avions affrétés exprès pour la présidentielle et qu'à chaque fois il y a le corps de, comment dire, enfin les gardes du corps et les différents services qui accompagnent le président. Ça représente quand même une bonne somme. Mais après ça, je vous en laisse juge. À savoir également qu'il y avait une réserve destinée à financer un important programme de rénovation immobilière. Donc cette réserve est passée de 1,3 million d'euros en 2012 à 16,5 millions d'euros fin 2016. Cependant, le président a restitué 10 millions d'euros au budget général de l'État. Donc le budget de la réserve pour le programme de rénovation immobilière a donc augmenté, mais pas autant que les chiffres, enfin les premiers chiffres qui ont été annoncés, quoi. Et ce qui fait que du coup ça laisse un peu en suspens la question du financement des travaux nécessaires, sachant que le total estimé de ces travaux c'est quand même 100 millions d'euros sur 7 ans, et qu'il y a des travaux qui sont vraiment urgents. Toujours pareil, je vous invite à consulter les différents documents à disposition dans la description. Donc la Cour des comptes finalement estime que la rationalisation des procédures d'achat, l'encadrement du recours aux heures supplémentaires, donc je vous rappelle la masse salariale qui a baissé de 4,5%, ou le renforcement du contrôle interne devront être poursuivis. Et elle estime également que plusieurs dépenses, notamment de sécurité, de réfection des bâtiments ou de restauration même des meubles, devraient à l'avenir être intégrées dans le budget de la présidence. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Prochain sujet, la nomination du Premier ministre Édouard Philippe. Donc je me suis permis de vous faire un petit résumé de son parcours politique, on va dire. Donc Édouard Philippe était un ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ENA. Il a milité dans les années 90 au Parti socialiste, puis a participé à la création de l'UMP en 2002. Il a été quelques mois, 2 mois il me semble, de mai à juin 2007, membre du ministère de l'écologie auprès d'Alain Juppé. Puis il a rejoint, donc juste après, de 2007 à 2010, dans le poste de directeur des affaires publiques dans l'entreprise Areva, donc Areva, secteur de l'énergie nucléaire. Rappelons qu'il y a quand même un lien, ministère de l'écologie et secteur de l'énergie nucléaire.
Donc il a été également maire du Havre, puis député de la 7e circonscription de Seine-Maritime. Et lors de la primaire de la droite, donc pour les présidentielles, il a soutenu tout d'abord Alain Juppé, puis s'est rallié à François Fillon, avant d'être bien entendu rappelé par Emmanuel Macron au sein du gouvernement en tant que Premier ministre. Le 18 mai, publication... pardon, excusez-moi, le 17 mai, j'avance un peu trop vite. Donc le 17 mai, annonce de la composition du gouvernement. Donc le gouvernement, sans compter le Premier ministre, est composé de 18 ministres et de 4 secrétaires d'État. Et étant donné le nombre conséquent d'articles parus à ce sujet et que vous avez sûrement déjà vu, je vous laisse le soin d'effectuer les recherches nécessaires pour voir les noms des ministères, des différents ministres, leurs parcours respectifs. Sauf bien sûr si vraiment vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, mais pour moi le sujet a déjà plus qu'été vu, donc je vous laisse vraiment faire les recherches nécessaires. Moi c'est vraiment une première approche. Donc parmi les ministres, 3 sont ministres d'État. Donc le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre de la Transition écologique et solidaire. Alors qu'est-ce que c'est un ministre d'État, par le côté purement honorifique? En fait, c'est tout simplement que les ministres d'État sont, comme le Premier ministre, en fait, peuvent organiser des réunions interministérielles. Donc en fait, ils peuvent tout simplement convoquer un conseil ministériel. Donc dans ce gouvernement, il y a, comme je l'ai déjà dit, 4 secrétaires d'État. Les secrétaires d'État sont tous rattachés au Premier ministre, ce qui n'est pas une obligation. Ils peuvent être attachés à d'autres ministères ou même être carrément indépendants. Et ce statut se distingue en fait de celui de ministre par le fait que les secrétaires d'État assistent généralement au conseil ministériel uniquement lorsque l'ordre du jour comporte une question concernant leur département ministériel. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas toutes les réunions, contrairement aux ministres. Donc le 18 mai, on y revient. Non, toujours pas, excusez-moi. Donc une particularité propre à ce gouvernement, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'est tout simplement la parité homme-femme est strictement respectée. Ça c'est vraiment une première et c'était vraiment une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc là-dessus on peut dire qu'il a tenu sa promesse, en tout cas dans cette première mouture du gouvernement, cette première composition du gouvernement. Puisque rappelons que après les législatives, tout peut changer ou que même différents événements peuvent faire que le gouvernement peut être remanié. Donc la moitié des ministres provient du milieu politique et l'autre moitié du milieu civil, enfin de la société civile. Donc ils viennent de la société civile, mais quand on regarde un petit peu plus près leur parcours respectif, on voit qu'ils ont tous plus ou moins un lien direct avec le milieu politique, à de rares exceptions. Donc ils viennent, comme je l'ai dit, ils proviennent de la société civile et ils étaient dans des domaines proches de leur ministère. Donc pareil, je vous laisse consulter le net, tout simplement pour voir leur parcours respectif. Donc la proximité entre leurs fonctions précédentes dans la société civile et le domaine de leur ministère, ça leur permet d'avoir une expérience et une expertise qui est vraiment incontestable, puisqu'ils sont dans le domaine, ils connaissent leur domaine. Par contre, la contrepartie, entre guillemets, c'est que on peut se poser la question en fait sur de potentiels conflits d'intérêts. Je cite par exemple je cite un exemple, entre autres, c'est que la ministre de la Culture qui vient d'être élue est aussi une directrice de maison d'édition et qu'il y a des sujets qui sont assez brûlants, par exemple la redevance sur la copie privée qui oppose consommateurs, industriels et maisons d'édition. Donc la question c'est un petit peu est-ce qu'elle arrivera à garder son objectivité, sachant que du coup la redevance copie privée oppose, comme je viens de le dire, consommateurs, industriels et maisons d'édition, alors qu'elle est elle-même ancienne directrice de maison d'édition. Voilà. Donc ça c'est l'avenir qui nous le dira. On espère bien sûr que l'objectivité et les débats pourront se faire comme il faut. Donc enfin le 18 mai, depuis le temps que j'essaye de passer au 18 mai, je ne sais pas pourquoi, mais passons au 18 mai. C'est peut-être parce que c'est le seul et unique texte de loi en fait qui est passé durant ce mois de mai.
Donc le seul texte de loi en fait était un décret limitant le nombre de collaborateurs du cabinet d'un ministre. Donc c'est vraiment un texte de loi très 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 court, hein. Je vous invite à le regarder si vous le souhaitez. Mais en gros ce décret limite tout simplement à 10 le nombre de collaborateurs du cabinet d'un ministre. Donc c'est quasiment la seule mesure qui ressort de ce décret. Avec aussi le fait que la nomination des collaborateurs se fait désormais par arrêté ministériel après avoir été soumise au Premier ministre. Donc ça veut dire que maintenant, chaque ministre a droit à 10 collaborateurs et que les 10 collaborateurs doivent euh, avoir été soumis au Premier ministre. À ceci près, bien sûr, qu'il faut que les collaborateurs fournissent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Donc ce que normalement les ministres doivent également faire, hein, au moins pour la déclaration de situation patrimoniale. Passons désormais au 22 mai. Donc le 22 mai, ça a été la publication de propositions sur la moralisation de la vie publique, hein. Donc on en entend pas mal parler aux informations, dans les news, etc. en ce moment. Et pour preuve, hein, tout simplement que le sujet a été débattu autant, enfin dans les deux assemblées, hein, donc au Parlement, comptant à l'Assemblée nationale que, qu'au Sénat. Donc là, le 22 mai, en fait, il s'agit de propositions qui proviennent du coup de l'Assemblée nationale, puisque c'est le député Dosière qui est à l'origine de ces propositions. Et le but, c'est de rétablir en fait une relation de confiance entre les citoyens et les élus. Donc, à savoir, hein, le ministre de la Justice a d'ores et déjà reçu ce député dans l'institution et également les organisations Transparency International, donc excusez-moi pour mon anglais, hein, ma prononciation, et également l'organisation Anticor afin de préparer la loi sur la moralisation de la vie publique, qui est un des sujets prioritaires normalement du gouvernement, hein, c'est ce qui a été annoncé. Donc concernant ces propositions, hein, je vais revenir dessus une par une. Donc tout d'abord, le financement public des partis politiques serait, si ces propositions passent, hein, bien sûr, hein, il ne faut pas oublier que ça reste que des propositions, donc il faut toutes les étapes de débat, autant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, etc. Et puis la promulgation de la loi, hein. Donc là, c'est vraiment que des propositions, donc tout peut changer, rien n'est fixé. Donc le premier point, je disais, c'était donc le financement public des partis politiques qui serait conditionné notamment, donc, entre autres conditions, hein, au nombre minimal de candidats présentés aux législatives. Donc là-dessus, on peut se poser un petit peu la question des tout petits partis ou même des candidats indépendants, hein, qui font partie d'aucun gros parti politique, hein, j'ai envie de dire. Parce que du coup, par exemple, si il est tout seul dans sa circonscription et puis qu'il n'a pas comment dire, d'autres militants avec lui pour son parti qui se présentent dans d'autres circonscriptions, il risque de pouvoir se présenter une seule et unique fois, puis d'être endetté à vie, hein, puisque ça coûte quand même assez cher comme vous pouvez l'imaginer, hein, de présenter sa candidature, autant pour avoir de la visibilité publique au niveau des tracts, etc. Donc voilà. Au niveau de la deuxième mesure, hein, c'est une obligation pour tout candidat de présenter un casier judiciaire. Alors là, les médias aiment bien dire vierge, mais moi je préfère insister sur le point que c'est plus ne comportant pas de graves infractions, parce que tout simplement au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on considère comme graves infractions, hein? Est-ce qu'un vol c'est une grave infraction? Est-ce qu'un détournement de fonds publics c'est une grave infraction? Au final, voilà, c'est un peu libre d'interprétation, donc il faudrait que tous les candidats, hein, présentent du coup un casier judiciaire vierge, entre très gros guillemets, hein, et un bordereau de leur situation fiscale. Pour les candidats à la présidentielle, il faudrait également qu'ils présentent, eux et leurs conjoints, une déclaration d'intérêt. Donc tout simplement dire, voilà, moi j'ai bossé dans telle boîte, j'ai fait partie de telle entreprise, j'ai des amis qui travaillent dans telle boîte, etc. Hein, vraiment pour dire,
En gros, les domaines sur lesquels c'est un petit peu sensible de présenter des projets, puisque eux-mêmes ont un intérêt en fait à présenter ces projets, enfin eux-mêmes ou leurs proches, hein. Au niveau d'une autre mesure, hein, c'est la fin des droits des anciens présidents de la République au sein Conseil constitutionnel. Donc, à savoir que les anciens présidents de la République, hein, ont le droit d'accéder au Conseil constitutionnel. Donc, je ferai peut-être une vidéo, hein, je verrai suivant le temps que j'ai sur le Conseil constitutionnel pour vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est. Mais en gros, c'est- comment dire, les présidents en fait peuvent avoir accès à un siège là, ce qui leur permet d'avoir une rémunération et des avantages quand même assez conséquents, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même plusieurs présidents, enfin plusieurs anciens présidents, hein, je sais plus, je saurais plus vous dire le nombre exact, hein, mais je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4 anciens présidents qui sont encore là et qui font partie du Conseil constitutionnel. Une autre mesure, hein, c'est la limite du cumul des mandats dans le temps, donc à 3 pour les parlementaires et 2 pour les élus à tête d'une collectivité. Donc pourquoi une telle différence? Ça, je saurais vous dire, hein. Je vous rappelle tout de même que les propositions viennent d'un parlementaire. Donc c'est peut-être justement pour se laisser un an de plus, on va dire, hein. Mais ça c'est pareil, hein, je vous laisse juger, hein. Moi je vous apporte l'information, ensuite vous l'interprétez tel que vous voulez. Et là-dessus, c'est vraiment à vous de vous faire vos propres idées, hein. Une autre limitation aussi dans le cumul, cette fois-ci le cumul des indemnités, qui serait plafonné à 5 600 euros. Donc 5 600 euros, ça correspond au montant actuel des indemnités parlementaires. Alors que actuellement, en fait, les élus peuvent monter à 8 400 euros d'indemnité. Donc quand on parle d'élus, hein, on parle autant des élus locaux, donc les maires, les conseillers régionaux, etc., hein, que les préfets, etc., que les parlementaires, hein. Donc c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, au final, les parlementaires sont limités à 5 600 euros, alors que les maires, etc., sont limités, là, enfin, par exemple, hein, à 8 400 euros, hein. Donc le but est vraiment de faire une, euh, un plafonnement par le bas et de limiter ça à 5 600 euros. Donc toujours dans ces propositions, il serait interdit aux ministres de cumuler leurs fonctions avec tout mandat électoral. Donc ils ne pourraient pas être à la fois député et ministre ou maire et ministre, etc., hein. Quand on dit mandat électoral, c'est vraiment au sens large. Après, à voir la proposition et puis les débats, comment sera tournée cette mesure. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vraiment tout mandat électoral. Et enfin, une réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Donc, en gros, c'est pour que les gestionnaires publics, quand ils dépensent de l'argent, derrière, ils aient une certaine responsabilité en disant, bah, vous avez dépensé l'argent à tel endroit où vous êtes complètement gouré parce que le projet, vous l'avez pas étudié comme il faut ou quelque chose dans le genre, hein. Et du coup, la responsabilité financière, ça serait vraiment sur le gestionnaire public, alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu l'impunité où ils n'ont pas trop de soucis, donc du coup bah, ils peuvent dépenser un petit peu à tout va sans études préalables et bah, derrière il n'y a aucun souci, c'est les Français qui payent, quoi, hein. Donc toujours dans ces mesures, hein, on arrive à la fin, hein, je, je vous rassure, hein, il n'y en a pas 36 millions des mesures. Donc il serait interdit pour les parlementaires d'exercer une activité de conseil, sauf s'il s'agit d'une profession réglementée, et cette condition, donc le sauf s'il s'agit d'une profession réglementée, a vraiment un fort poids, parce que pour rappel, hein, je vous invite, hein, toujours à rechercher sur le net, hein, vous tapez juste profession réglementée, puis vous allez tomber rapidement sur une liste, etc., de ces professions réglementées. Mais ces professions réglementées, en gros, ça passe aussi bien par les avocats, les médecins, les architectes, que les coiffeurs, les ramoneurs, les buralistes, les chauffeurs de taxi, enfin, etc., hein. Donc, en gros, cette condition a vraiment un poids important pour cette mesure, parce que l'interdiction, du coup, pour les parlementaires d'exercer une activité de conseil, bah, sachant qu'il y a quand même beaucoup qui viennent, enfin, qui ont ou qui étaient ou qui sont avocats ou médecins ou des professions libérales, en gros, la mesure elle serait applicable que pour certaines personnes, quoi, hein. Faut vraiment remettre ça dans son contexte, hein.
Une autre mesure, ce serait la suppression de la réserve parlementaire. Donc la réserve parlementaire, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une somme qui est allouée actuellement aux parlementaires et qui leur permet un petit peu de dépenser, comment dire, enfin d'être remboursés en gros des frais qu'ils engagent, hein. Mais ce remboursement, en fait, il se fait par avance, ce qui fait qu'au final, ils ont un montant. Et s'ils dépensent pas ce montant, bah, c'est tout bénef, c'est dans leur poche, entre très gros guillemets, hein. Alors que là, en fait, le fait de supprimer la réserve parlementaire, qu'est-ce que ça impliquerait? Ça impliquerait qu'en fait, chaque dépense et remboursement qui serait nécessaire, il y aurait besoin d'une sorte de note de frais ou d'un équivalent, en fait, à la fois pour la justifier et pour la rembourser. Donc, en fait, le remboursement serait inversé, quoi. Au lieu de l'avoir avant l'acte d'achat, en quelque sorte, ou l'investissement, bah, il se ferait après et avec justificatif. Ce que beaucoup au final connaissent dans leur entreprise, hein, les fameuses notes de frais euh, versus les forfaits, hein. Donc il y aurait également une interdiction des recrutements familiaux pour les parlementaires, les cabinets et groupes politiques des collectivités locales. Donc à noter quand même, hein, dans cette mesure, hein, qui est formulée telle quelle, hein, je voulais vraiment mis telle quelle, c'est une interdiction des recrutements familiaux pour les parlementaires, cabinets et groupes politiques des collectivités locales. Et du coup, bah, on ne retrouve pas les autres élus, hein. Donc par exemple les ministres, même le président, hein, au final, bah, si la mesure serait à passer telle quelle, sans modification, bah, aurait totalement le droit de faire des recrutements familiaux. Donc je sais pas si c'est vraiment le but de la moralisation, enfin de ces propositions sur la moralisation de la vie publique, hein, mais toujours pareil, hein, je vous en laisse seul juge. Et je vois, enfin, à titre personnel, hein, je vois pas l'intérêt en fait de limiter ça aux parlementaires etc. Alors que ça pourrait tout simplement concerner tous les élus, hein, parce que pour moi, chaque élu devrait être élu par le peuple, hein, tout simplement, ou via les représentants éventuellement du peuple, quoi. Mais pas via un système de pistonnage éventuel, sauf bien entendu si ça passe par un plan de recrutement euh, éthique, hein, j'ai envie de dire, et que bah, finalement les compétences, le profil, etc., vraiment tout ressort du lot. En fait, tout simplement que chaque personne, que ce soit quelqu'un de la famille ou pas d'un élu, bah, ait sa chance, hein, que ce soit pas un système de pistonnage, hein, comme j'ai dit. Et enfin, dernière mesure, un renforcement des pouvoirs de déontologie de l'Assemblée nationale. Passons désormais au 23 mai. Donc 23 mai, cette fois-ci, c'est les propositions du Sénat pour revitaliser la vie démocratique, hein. Donc c'est quasiment sur le même sujet, toujours autour de la moralisation de la vie publique. Donc je vais passer en revue également les différentes propositions du Sénat. Donc ça c'est un rapport, hein, qui a été fait, mais c'est pas, enfin, sauf erreur de ma part, il me semble pas que ce soit une erreur en fait, enfin un rapport qui a été commandé par le gouvernement, hein. C'est vraiment des propositions du Sénat qui ont été remises sous forme de compte rendu plus exactement, quoi. Et ces propositions en fait sont formulées selon trois axes, donc on va les voir en revue, hein. Trois axes comportent à peu près deux ou trois mesures, hein, il me semble. Et le premier axe du coup c'est qui est intitulé Mieux associer les citoyens à la prise de décision publique. Et le but, en fait, ce serait tout simplement d'utiliser plus fréquemment enfin que les élus utilisent plus fréquemment les outils participatifs et les outils de consultation en ligne, hein. Donc, par exemple, enfin, les exemples qui ont été donnés, hein, c'est pour, par exemple, le budget communal et les outils de consultation en ligne. En fait, ça passerait, entre autres, par un panel de citoyens pour préparer les lois ou les sujets sociaux ou sociétaux, quoi. Donc après, se pose toujours la question, en fait, des modalités d'application, hein, j'ai envie de dire, parce que le panel de citoyens, par exemple, comment il est constitué, si c'est de la consultation en ligne, comment les personnes qui n'ont pas accès simplement aux outils tels qu'Internet, etc., bah, peuvent participer à cette consultation. Bah, c'est toujours des questions à se poser, hein, mais enfin, dans tous les cas, je rappelle, hein, ça reste que des propositions, donc c'est vraiment des, j'allais dire des projets de loi, mais le terme est mal choisi puisque des projets de loi ça se diffère des propositions de loi, hein. Mais ça reste vraiment que pour le moment de l'éventuel, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a rien de fixe et ça reste toujours à débattre.
Au niveau d'une deuxième mesure dans ces propositions, ça serait justement un assouplissement des règles pour les référendums locaux, donc notamment en autorisant plusieurs questions en même temps. Donc ça serait vraiment un vrai plus, hein, j'ai envie de dire. Enfin, toujours à mon avis, hein, puisque là je donne mon avis. Qui permettrait en fait d'assouplir tout simplement la chose et de pouvoir consulter beaucoup plus facilement aussi les citoyens, hein, parce que un référendum c'est pas forcément simple mettre en place, même au niveau local, parce que ça demande beaucoup de formalités, hein, il y a pas mal de lois là-dessus. Mais là justement le fait de pouvoir poser plusieurs questions en même temps, ça permet d'assouplir un petit peu la chose et tout simplement d'avoir beaucoup plus d'avis en une seule fois, hein. Toujours au niveau de la modernisation et puis de la revitalisation de la vie démocratique, hein, ça serait, enfin, le but serait aussi de moderniser le droit de pétition auprès du Parlement. Donc ça, j'ai pas plus de détails, hein. On reviendra éventuellement sur le sujet lorsque tout cela sera débattu et éventuellement en phase de promulgation. Au niveau du deuxième axe pour ces propositions, donc je vous rappelle, hein, il y en a trois, hein. L'idée serait de mener aussi également à bien des projets d'infrastructure concertés, c'est-à-dire donc tout simplement, ce serait de simplifier les informations délivrées au public et surtout les rendre accessibles en open data. Ça c'est, enfin, là je le dis à titre personnel et aussi à titre, enfin avec ma casquette de vidéaste, on va dire, sur YouTube, quoi. Vraiment rendre accessibles les informations en open data, ça serait vraiment un vrai plus parce que je me fie quasiment que à ça pour monter mes vidéos, hein. Donc toutes les informations que je vous donne, ils sont accessibles en open data, faut pas hésiter à aller les chercher, les consulter. C'est vrai que ça représente beaucoup de données, mais ça peut valoir le coup de les passer en revue pour savoir un petit peu ce qui se passe dans notre pays, hein, tout simplement. Puis savoir également ce dont on parle dans nos différentes instances, et puis ce que les élus pour lesquels on a voté, ou pour lesquels on n'a peut-être pas voté, ou pour lesquels on n'a même pas été voté, sont en train de parler et comment ils vont modifier éventuellement nos vies, hein. Donc tout cela c'est disponible en open data, faut vraiment pas hésiter à aller regarder. Une deuxième mesure sur cet axe, ce serait de renforcer l'accompagnement de l'État pour les projets les plus stratégiques. Donc une mesure à mon sens un petit peu vague, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup plus de détails, quoi. Renforcer l'accompagnement de l'État, pourquoi pas, mais comment, hein, c'est toujours pareil, ça sera les débats qui diront les différentes modalités. Et à plus long terme, du coup, l'idée serait de créer une procédure de consultation du public qui couvrirait toutes les phases d'un projet d'infrastructure. Je rappelle, hein, l'axe, c'est vraiment les projets d'infrastructure, hein. Et du coup, ces consultations en fait seraient contrôlées par un garant nommé par une commission, donc, qui serait nommée la Commission nationale du débat public. Dernier axe, donc le troisième axe, ce serait de bien articuler démocratie représentative et sociale sur les réformes du Code du travail. Donc ça c'est un sujet que je sais qui vous tient relativement à cœur, en tout cas à certains. Donc l'idée, si ces propositions passent, ce serait que le gouvernement en fait serait obligé de présenter une feuille de route pour le quinquennat à venir, permettant d'avoir une vision globale des réformes envisagées, avec éventuellement, hein, ça laisse vraiment la possibilité de le faire ou pas, de fournir un calendrier indicatif. Donc l'idée de cette mesure, en fait, ce serait vraiment d'avoir toutes les mesures sur une seule et unique page, hein, entre guillemets, enfin une seule feuille, un seul document, qui serait mis lors du quinquennat. Alors, seule petite précision quand même à apporter, c'est que la feuille de route, elle serait présentée en effet, mais pas forcément au public. Elle serait présentée en fait aux partenaires sociaux. Donc les partenaires sociaux, hein, pour simplifier, en gros, on peut considérer que c'est les syndicats, hein, donc la CGT, la CFDT, MEDEF, enfin tous les partenaires sociaux concernés, hein, par le Code du travail, hein. Donc charge à eux éventuellement après de les communiquer aux médias ou de nous en faire part, mais en gros on risque de, bien que si la mesure est prise en fait, et qu'une feuille de route est faite,
Nous, en tant que simples citoyens, on risque de peut-être pas forcément l'avoir directement à disposition, on risque de l'avoir à disposition que par les syndicats, etc. Donc juste éventuellement que par des points presse et compagnie, donc peut-être des informations un petit peu biaisées ou pas complètes, etc. Puisqu'on n'aura pas le document officiel forcément sous les yeux. Au niveau toujours de ces taxes, hein, l'idée serait aussi d'inciter les partenaires sociaux, enfin les sénateurs inciteraient du coup les partenaires sociaux, donc toujours comme j'ai dit, hein, les syndicats, à conclure un accord de méthode fixant les conditions du dialogue social au niveau national et interprofessionnel. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est comment on fait les réunions, quand est-ce qu'on fait les réunions, sous quel format, etc., etc. Qui c'est qui est présent aux réunions. En fait, les syndicats et les sénateurs, en gros, se mettraient un petit peu d'accord là-dessus, enfin, et le gouvernement, pardon, se mettrait d'accord là-dessus pour dire bah voilà on ferait des réunions sous telle forme, sous telle condition, de telle façon, etc. Est-ce que ça vous va? Oui, tout le monde est d'accord. Ok, bah on fait les réunions comme ça, quoi. En gros, ce serait ça l'idée. Et seulement après le débat démarrait en fait sur les réformes du code du travail, quoi. Enfin, le 25 mai, c'est le dernier événement du mois de mai 2017, ça a été le sommet de l'OTAN à Bruxelles. Donc, ce sommet de l'OTAN a réuni en fait 27 dirigeants de pays membres. Donc l'OTAN, il faut rappeler, ça s'appelle aussi l'Alliance Atlantique. C'est tout simplement comment dire, une alliance militaire. Il faut utiliser les bons mots, hein. C'est vraiment une alliance militaire. Donc, et là, donc, il y a 27 pardon, dirigeants qui sont réunis ensemble. Et durant ce sommet, la principale décision qui est ressortie, hein, ça a été que les différents membres en fait font front commun et deviennent membres à part entière de la coalition internationale contre l'organisation État islamique. Donc État islamique. Donc là je l'ai mis, hein, par exemple, on l'appelle aussi EI, Daesh, ISIS, hein, pour les anglophones. Donc voilà, hein, c'est clairement une lutte. Enfin, en gros, c'est l'OTAN qui est une organisation militaire, hein, je le rappelle, a décidé de faire front commun contre l'État islamique. Et voilà, c'était le dernier sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein. Comme j'ai déjà dit, n'hésitez surtout pas à faire vos recours, enfin vos retours en commentaire. Et pour encourager la chaîne, n'hésitez surtout pas à partager, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, hein, tout simplement. Et si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez pas louper les prochaines vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, petit rappel, hein, pour les abonnements et puis pour avoir les notifications comme il faut cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner. Et cette cloche en fait doit avoir deux petits symboles, hein, enfin deux petits traits au-dessus pour avoir toutes les notifications, sinon vous n'en recevrez que certaines occasionnellement. Donc après ça c'est à vous de juger comment vous voulez recevoir éventuellement les notifications. Du coup bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, puis bah, d'ici là portez-vous bien.